Au tribunal, la nouvelle épouse de mon ex a dit. C'est une croqueuse de diamants, elle ne l'a épousé que pour son argent. L'avocat a acquiescé. Je suis restée silencieuse. Puis ma fille s'est levée et a dit. Maman, est-ce que je leur dis ce qu'on a trouvé dans les relevés bancaires de papa? L'avocat s'est renfoncé dans son siège sans dire un mot. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. J'étais debout dans une salle d'audience, agrippant silencieusement le bord de la table devant moi, quand la nouvelle femme de mon ex-mari m'a pointé du doigt et a dit, assez fort pour que tout le monde entende, c'est une croqueuse de diamants, elle ne l'a épousé que pour son argent. Ces mots ne m'ont pas surprise. Céleste m'avait toujours détesté, même avant que Derek ne l'épouse. Mais l'entendre dire à voix haute, devant le juge, devant les avocats, devant ma fille, cela me brûlait. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, mais je n'ai rien dit. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas défendu. Puis, l'avocat de Derek, Maître Klein, a jeté de l'huile sur le feu. Il s'est penché en avant et a dit avec assurance, « Il y a une motivation financière évidente ici, votre honneur. » Mademoiselle Langlais a considérablement bénéficié des revenus de Monsieur Langlais pendant le mariage. Nous pensons que ces exigences financières actuelles reflètent le même schéma. Il était mielleux, suffisant, et son discours parfaitement rodé. La façon dont il disait « Mademoiselle Langlais », comme si j'étais une étrangère, comme si ce n'était pas moi qui avais élevé la fille de Derek pendant qu'il parcourait le pays pour des séminaires d'entreprise, comme si ce n'était pas moi qui avais payé notre loyer les 3 premières années pendant qu'il se cherchait. Pourtant, je n'ai rien dit. J'ai regardé ma fille, Tessa, 13 ans, assise juste derrière moi. Ses mains étaient jointes et serrées sur ses genoux. Elle paraissait petite sur cette chaise, mais ses yeux lançaient des éclairs. Et puis, sans prévenir, elle s'est levée. « Maman » a-t-elle dit, sa voix ferme mais assez forte pour percer le brouhaha du tribunal. Devrais-je leur dire ce qu'on a trouvé sur les relevés bancaires de papa? Toute la salle s'est retournée. Chaque tête, même la greffière a arrêté de taper. Maître Klein s'est figé, son sourire narquois a disparu. Il s'est lentement rassis, sans dire un mot. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise ça. Je ne voulais pas qu'elle le fasse. Je lui avais dit de se taire, de laisser les adultes gérer la situation. Mais ma fille avait d'autres plans. Elle n'allait laisser personne mentir sur sa mère, pas pendant qu'elle regardait. À cet instant, tout a changé. Avant le tribunal, avant les accusations et avant que ma fille ne se lève, j'essayais juste de recoller les morceaux de ma vie après le divorce. C'était comme se réveiller chaque jour dans la maison de quelqu'un d'autre. Les murs étaient nus, mon nom ne figurait plus sur rien d'important. J'étais passé de Madame Langlais à Mera, la femme qui s'était fait quitter. La plupart des gens ne réalisent pas à quelle vitesse les choses se délitent quand votre mari vous plaque et remplace toute votre vie comme si c'était une simple tenue dont il s'était lassé. Derek et moi avions été mariés pendant 14 ans. Nous nous étions rencontrés à l'université de Caroline du Nord. J'étais en 3e année d'études pour devenir enseignante, il était cet étudiant en commerce ambitieux avec un grand sourire et des rêves coûteux. Je suis tombée éperdument amoureuse de lui. À l'époque, il n'avait pas grand-chose, mais il parlait comme quelqu'un qui réussirait. Je croyais en lui. Je travaillais la nuit dans un restaurant pour aider à payer ses frais de scolarité et ses factures. Quand il a perdu son stage, j'ai mis mes propres études entre parenthèses. Quand nous avons découvert que j'étais enceinte, ce fut le début de tout. Tessa. J'ai construit mon monde autour de cette petite fille pendant que Derek gravissait les échelons de l'entreprise. Je restais à la maison, cuisinais, nettoyais, préparait les déjeuners et j'étais fier d'être le système de soutien dont il prétendait avoir besoin. Je pensais que cela faisait de moi une partenaire. Je pensais que nous formions une équipe. Mais le succès l'a changé, ou peut-être a-t-il révélé qui il avait toujours été. Quand Tessa a eu 10 ans, Derek avait cessé de rentrer à la maison les week-ends. Il voyageait davantage, passait les vacances seul dans des suites d'hôtels. La distance entre nous n'était pas seulement émotionnelle, elle était stratégique. J'ai découvert plus tard qu'il envoyait de l'argent à une femme nommée Rena. Je ne le savais pas à l'époque, mais elle était dans sa vie depuis bien plus longtemps que Céleste. Quand je l'ai confronté à ses mensonges, il n'a même pas nié. Il m'a dit, « Tu as eu la vie facile pendant des années, tu devrais être reconnaissante. » Reconnaissante d'avoir été trompée, d'avoir élevé notre fille seule pendant qu'il se construisait une seconde vie dans mon dos. Quand il est parti, il n'a pas seulement pris la moitié du compte en banque, il a pris la maison, les assurances, la voiture que nous partagions. Tout.
J'ai dû me battre juste pour conserver une petite pension alimentaire mensuelle et la garde principale de Tessa. Il contestait chacune de mes décisions, prétendant toujours que j'essayais de le saigner à blanc. Pendant ce temps, il avait une maison toute neuve avec une cuisine de designer et une femme qui s'habillait comme une couverture de magazine. Céleste était plus jeune que moi. Elle avait des opinions sur mon éducation, mes finances, mon apparence. Je ne lui ai jamais parlé directement, mais elle s'assurait que je sache ce qu'elle pensait de moi. Elle m'a une fois laissé un message vocal disant « Les femmes comme vous sont la raison pour laquelle les hommes arrêtent de croire en l'amour. » Je l'ai gardé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que cela me rappelait que, peu importe à quel point elle paraissait cruelle, je n'imaginais rien. Malgré tout, je suis resté concentré sur Tessa. Nous avions un petit appartement à 2 pâtés de maison de son école. J'ai commencé à donner des cours particuliers à temps partiel et j'ai finalement décroché un poste d'enseignante en CE2. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions la paix. Je préparais des dîners maison, elle m'aidait à corriger les copies les week-ends. Nous faisions des gâteaux. Parfois, nous nous asseyions simplement par terre à regarder de vieilles sitcoms avec un bol de pop-corn et une pile de devoirs entre nous. Ce n'était pas glamour, mais c'était honnête. Puis, une lettre est arrivée. Derek contestait notre accord de garde. Il voulait la garde partagée, ce qui réduirait ma pension alimentaire de moitié. Son avocat affirmait que je ne fournissais pas un environnement financièrement stable. Il n'avait aucun problème avec mon rôle de mère, il ne voulait juste pas payer pour cela. Je me souviens être assise au bord de mon lit, tenant la lettre, ayant l'impression que quelqu'un m'avait coupé le souffle. Je n'étais pas en colère, j'étais fatigué. Fatigué de devoir défendre ma valeur face à des gens qui n'avaient aucune idée de ce que j'avais sacrifié. Tessa m'a trouvé en larmes ce soir-là. Elle n'a rien dit au début, elle s'est juste assise à côté de moi et m'a tenu la main. Puis elle a murmuré, « Tu n'as pas à le combattre seul. Je sais des choses, maman. Je vois des choses. » Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. Je l'ai juste serré dans mes bras et lui ai dit, « Tu es une enfant. Tu ne devrais pas avoir apporté ça. » Mais dans son esprit, elle n'était pas juste une enfant. Elle était mon témoin, et elle était attentive. Le palais de justice était froid. Pas physiquement, je portais mon plus beau manteau, mais émotionnellement. Tout le monde dans cette pièce avait déjà choisi son camp. Derek était assis à ma droite, à la table opposée, les bras croisés, la mâchoire serrée. Céleste était à côté de lui, dans un blazer ajusté et des talons trop hauts pour une audience judiciaire. Ses ongles cliquetaient contre l'écran de son téléphone, je les entendais même par-dessus le bourdonnement feutré des conversations chuchotées et des papiers qu'on remuait. J'étais assise seule avec mon avocate, une jeune femme nommée Kayla Meyers. Elle était vive et gentille, mais sous pression. L'équipe juridique de Derek avait déposé une requête qui allait tout changer. Si le juge convenait que je ne fournissais pas un environnement financièrement sûr pour Tessa, je pouvais perdre la garde principale. Ce ne serait pas seulement une question d'argent. Tessa serait partagée entre 2 foyers, ses routines perturbées, sa voix reléguée au second plan. Je l'ai regardée au fond de la salle d'audience. Elle avait insisté pour venir, même si je l'avais suppliée de rester à la maison. Elle voulait tout entendre, disait-elle. Si on allait parler de sa vie, elle méritait d'être là. Je ne pouvais pas contester cela. L'audience a commencé calmement. Le juge Reinhardt a examiné notre dossier sans expression. Puis Maître Klein, l'avocat de Derek, s'est levé et a commencé ses remarques préliminaires. Il arpentait la pièce comme si c'était une scène, sa voix parfaitement rythmée, soigneusement persuasive. Votre honneur, il ne s'agit pas de limiter l'accès d'une mère à son enfant. Il s'agit de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Mademoiselle Langlais est actuellement employée à temps partiel, réside dans un logement locatif sans assurance maladie. Pendant ce temps, Monsieur Langlais dispose des ressources et de la stabilité nécessaires pour offrir à Tessa un avenir plus sûr. Il ne m'a même pas regardé. J'étais juste une ligne dans sa présentation. Puis vint le coup de grâce. Céleste s'est levée. Elle n'y était pas obligée, mais elle a demandé au juge la permission de parler. Il l'a autorisée. Elle a ajusté ses manches, puis s'est avancée avec l'assurance de quelqu'un qui croyait chaque mensonge qu'elle s'apprêtait à dire. Elle n'a épousé Derek que pour l'argent, a-t-elle déclaré. Il a payé pour son style de vie, sa maison, ses vacances. Et maintenant, elle essaie de le ruiner par le biais de la pension alimentaire. Elle ne l'a jamais aimé. Elle s'est servie de lui. Mon cœur battait la chamade. J'ai gardé un visage impassible. Je savais que si je pleurais, cela paraîtrait faible. Si je me mettais en colère, cela paraîtrait amer.
Dans tous les cas, je correspondrai à l'histoire qu'il racontait. Céleste s'est légèrement tournée vers le juge. Je ne dis pas qu'elle est une mauvaise mère. Je dis qu'elle est motivée par l'argent. Cela compte. Puis vint le pire. Maître Klein est revenu à la charge, comme pour souligner ses paroles avec une autorité légale. Votre honneur, dit-il, nous pensons que les motivations financières de mademoiselle Langlais ont constamment influencé son comportement. Elle en a considérablement bénéficié pendant le mariage et a continué de le faire après le divorce. Il ne s'agit pas de coparentalité, il s'agit d'assurer l'équité et la responsabilité. Ma poitrine était serrée. J'étais restée silencieuse face à tant de choses. La trahison de Derek, les nuits où Tessa me demandait pourquoi papa était toujours occupé, les mois où je sautais des repas pour qu'elle ne remarque pas que le frigo se vidait. J'avais gardé ma dignité à travers tout cela. Mais assise là, pendant qu'il me dépeignait comme une opportuniste paresseuse, j'avais l'impression d'être effacée. J'ai de nouveau jeté un coup d'œil à Tessa. Ses poings étaient serrés sur ses genoux. Elle regardait droit devant elle, pas son père, pas Céleste, mais le juge. Je pensais que ça s'arrêterait là. Je pensais qu'ils avaient dit ce qu'ils avaient à dire et que nous passerions aux preuves, aux témoignages, aux documents. Mais avant que quiconque d'autre ne puisse parler, Tessa s'est levée. « Excusez-moi, dit-elle. » La salle se tut. Elle fit un pas en avant. Le juge parut surpris, mais curieux. « Puis-je parler ?» Le juge me regarda. J'ai hoché la tête, incertaine, mon cœur battant à tout rompre. Tessa s'avança lentement, le menton levé. Sa voix était ferme. J'ai juste une question. Maman, devrais-je leur dire ce qu'on a trouvé sur les relevés bancaires de papa? Des exclamations étouffées se firent entendre. Maître Klein cligna des yeux comme s'il avait mal entendu. Le visage de Céleste se crispa. Derek s'agita sur son siège. Tessa me regarda droit dans les yeux. Elle n'était pas en colère, elle était calme, presque lasse. Lasse de prétendre qu'elle ne savait pas, lasse de voir des gens mentir sur sa mère. Je ne lui ai pas répondu à voix haute, mais je savais qu'il n'y avait plus moyen de l'arrêter. Tout était sur le point de changer. Je ne lui avais pas dit de parler, je n'avais pas demandé d'aide. Mais Tessa avait vu clair dans le silence dont je m'étais enveloppé. La vérité lui pesait, et à cet instant, elle a pris la décision que j'avais eu trop peur de prendre. Elle se tenait dans cette salle d'audience comme si elle avait tout à fait le droit d'être entendue. Le juge marqua une pause, l'observant avec un intérêt prudent. Un enfant interrompant une audience légale n'est pas quelque chose que l'on ignore, surtout pas quand la salle vient d'être accusée de cacher quelque chose. « Je suis désolée, dit-elle clairement, mais ils disent que ma mère a pris de l'argent à mon père. » Ce n'est pas vrai. C'est mon père qui donnait de l'argent. Maître Klein se leva à moitié, comme pour objecter, mais le juge leva la main et lui fit signe de rester assis. « Tessa, ceci n'est pas un témoignage formel, dit le juge doucement. Mais je vais vous permettre de parler un instant. Allez-y. » Tessa prit une profonde inspiration. Elle regarda Derek, puis moi. Il y a quelques mois, quand j'étais chez papa, il m'aidait avec mes devoirs de maths. Il s'est connecté à son compte bancaire pour payer un logiciel de tutorat en ligne. Mais il a oublié de se déconnecter après avoir quitté la pièce. J'ai vu que son écran était toujours ouvert. Je ne voulais pas fouiner, mais quelque chose a attiré mon attention. Il y avait beaucoup de paiements à une certaine Rena Marcus. Ce nom frappa Derek comme un coup de poing. Il cligna des yeux, essaya de rester calme, mais je pouvais voir la panique se répandre sur son visage. Céleste se raidit à côté de lui, elle reconnaissait clairement le nom aussi. Elle recevait de l'argent presque tous les mois, continua Tessa. Parfois 2 fois. Pas des petites sommes non plus. Je n'ai rien dit au début, mais j'en ai parlé à maman plus tard. Elle a dit que ce n'était pas nos affaires. Elle m'a dit de ne pas m'en mêler. C'est vrai, je lui avais dit que ce n'était pas son fardeau, qu'elle ne devait pas se laisser entraîner dans les mensonges que les adultes racontent. Mais elle s'était souvenue de chaque détail. Rena n'était pas juste une amie, dit Tessa. C'était quelqu'un avec qui mon père avait l'habitude de sortir en cachette. Je me souviens d'elle d'avant le divorce. Je l'ai vue une fois dans un restaurant, ils étaient assis ensemble, ils riaient. Papa m'a dit de ne rien dire à maman. La salle d'audience était silencieuse. Même le juge Reinhardt paraissait stupéfait. Personne ne s'attendait à ce que la fille parle, et certainement pas de cette façon. Elle était calme. Elle n'était ni émotive ni confuse. Elle était précise, délibérée et d'une honnêteté déchirante. Tessa plongea la main dans son sac à dos et en sortit une enveloppe pliée. Nous avons imprimé les relevés, juste au cas où. Je les ai apportés.
Kayla, mon avocate, se tourna vers moi, les yeux écarquillés. Elle n'était pas au courant de cela non plus. Je ne lui avais pas donné les documents parce que je ne comptais pas les utiliser. Je ne voulais pas jeter de la boue, je voulais gagner avec dignité. Mais ma fille avait des instincts différents. Elle avait vu des gens mentir à mon sujet pendant des années, et maintenant, elle en avait assez. Kayla se leva et s'approcha de l'estrade, acceptant l'enveloppe de Tessa. Elle la tendit au juge. Votre honneur, je n'étais pas au courant de cette preuve, mais si cela est permis, je crois qu'elle est pertinente par rapport à l'allégation de motivation financière. Le juge ouvrit les documents. Il lut en silence, page après page, les transferts secrets de Derek. Des milliers de dollars, tout cela pendant qu'il prétendait que c'était moi qui le saignais à blanc. Maître Klein se releva, mais cette fois avec plus de prudence. Votre honneur, nous nous opposons à l'utilisation de documents obtenus sans consentement. Le juge leva une main. Elle y a eu accès alors qu'elle était au domicile de son père, pendant qu'il était connecté. Ce n'est pas techniquement une infraction, mais je statuerai sur l'admissibilité plus tard. Pour l'instant, j'en ai assez vu pour comprendre la situation dans son ensemble. Derek avait l'air furieux. Céleste regardait droit devant elle, la mâchoire serrée. Je pouvais voir son esprit travailler, repensant à chaque histoire que Derek lui avait racontée. Ce n'était plus mon problème. L'équilibre dans la pièce avait changé. Plus personne ne me traitait de croqueuse de diamants. Plus personne ne prétendait que Derek n'avait rien à cacher. Je me suis levé, me suis approché de Tessa et l'ai doucement serré dans mes bras. « Tu n'étais pas obligé de faire ça », ai-je murmuré. « Je voulais le faire », dit-elle. « Tu me protèges toujours. » J'ai pensé qu'il était peut-être temps que je fasse la même chose. J'ai embrassé le sommet de sa tête. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de ne pas me battre seul. Le juge prit son temps pour examiner les relevés bancaires. Chaque page tournée résonnait plus fort que la précédente. Personne n'osait parler. Même l'avocat de Derek, qui arpentait la pièce avec arrogance quelques instants auparavant, était assis, figé sur sa chaise. Sa confiance s'était évanouie. Le juge Reinhardt leva enfin les yeux. « Monsieur Langlais, pouvez-vous expliquer ces virements récurrents à mademoiselle Rena Marcus ?» Derek s'éclaircit la gorge, puis tenta de sourire. C'était une vieille amie. Je l'ai aidée pendant une période difficile. Le juge haussa un sourcil. Une période difficile qui a duré 3 ans, avec des paiements totalisant plus de 60 000 $. Derek s'agita sur son siège. Ce n'était pas régulier. Certains étaient des remboursements. À quelqu'un qui ne vous est pas apparenté, qui ne figure pas sur vos impôts et qui n'est pas mentionné dans vos déclarations financières. Le ton du juge était ferme, mais chaque mot frappait comme un coup de marteau. Vous avez plaidé des difficultés financières sous serment, monsieur Langlais. Vous avez accusé mademoiselle Langlais d'exigences excessives tout en cachant des dizaines de milliers de dollars en versements privés. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas exulté. J'ai regardé Derek se recroqueviller sur lui-même tandis que le poids de ses mensonges l'écrasait. Céleste ne bougeait pas non plus, ses yeux ne quittaient pas le sol. Maître Klein tenta de se reprendre. Votre honneur, même si ces transactions sortent du cadre de notre plainte initiale, elles ne réfutent pas notre argument central. Le juge le coupa. Ce qu'elles font, c'est saper gravement votre crédibilité. Vous avez accusé mademoiselle Langlais de manipulation financière, alors que votre client finançait une relation parallèle en secret. Cela change le contexte de toute cette affaire. La salle était silencieuse. Kayla me fit un très léger signe de tête. J'ai compris ce que cela signifiait. Le juge ne reconsidérait pas seulement la pension alimentaire, il reconsidérait toute la motion de garde. Céleste rompit finalement le silence. Elle se leva brusquement et se tourna vers Derek. « Tu m'as dit qu'elle te saignait à blanc, » dit-elle, sa voix basse mais tranchante. « Tu m'as dit que tu ne pouvais pas te permettre de couvrir les 2 maisons, et tu lui envoyais de l'argent pendant tout ce temps. » Derek essaya de la faire taire. « Céleste, pas maintenant. » Elle retira son bras de sa prise. « Non, c'est exactement le moment. Tu m'as humilié dans ce tribunal, tu as entraîné ta fille là-dedans, et pourquoi ? Pour cacher le fait que tu nous mentais à tous. » Elle sortit du tribunal en trombe. Derek ne la suivit pas. Le juge se pencha en avant. Cette affaire a été introduite pour remettre en question l'aptitude et la stabilité financière de mademoiselle Langlais. Sur la base des preuves, je trouve cette préoccupation infondée. En fait, je vois un modèle constant d'intégrité et de retenue de sa part.
En revanche, le manque de transparence de M. Langlais et ses tentatives continues de manipuler les informations financières soulèvent des préoccupations importantes. Il marqua une pause pour laisser cela pénétrer les esprits. La garde principale restera à Mademoiselle Langlais. La pension alimentaire restera inchangée. De plus, le tribunal recommandera un audit financier complet des actifs de M. Langlais afin de déterminer si d'autres poursuites judiciaires sont appropriées. J'ai senti le souffle revenir dans ma poitrine. Pas du soulagement, quelque chose de plus profond, la validation. J'avais passé si longtemps à prouver que je n'étais pas ce qu'il disait que j'étais. Je n'avais plus à le faire. Tessa glissa sa main dans la mienne. Elle ne dit rien, mais sa prise était ferme, son menton levé comme si elle était fière de ce qu'elle avait fait. Je l'ai regardée et j'ai su qu'elle n'oublierait jamais ce jour. Pas parce que son père s'était fait prendre, mais parce qu'elle avait dit la vérité et que cela avait compté. Alors que nous sortions dans le couloir, les gens s'écartaient de notre chemin. Les mêmes personnes qui avaient chuchoté quand Céleste m'avait traité de croqueuse de diamants me regardaient maintenant avec quelque chose qui ressemblait plus à du respect, ou peut-être à de la culpabilité. Kayla se tourna vers moi avant de partir. « Tu n'as pas seulement gagné, Mera. Tu as montré à tout le monde qui tu es. » J'ai hoché la tête, mais mes yeux étaient sur Tessa. Je savais déjà qui j'étais. Je voulais juste qu'elle le voie aussi. Elle l'avait déjà vu. L'affaire était terminée, mais quelque chose de plus profond avait changé en moi. Pour la première fois depuis des années, je sortais d'un palais de justice sans porter la honte. Je n'étais pas une femme se défendant contre des mensonges. Je n'étais pas quelqu'un essayant de s'accrocher à des bribes de dignité. J'étais simplement redevenu moi-même. Mera Langlais, une mère, une enseignante et une survivante qui refusait d'être réécrite par l'histoire de quelqu'un d'autre. Tessa et moi sommes montés dans la voiture en silence. J'ai démarré le moteur, mais aucune de nous n'a bougé. Elle regardait par la fenêtre, mâchonnant le bord de sa manche, comme elle le faisait quand ses pensées étaient trop grandes pour les mots. « Tu as fait quelque chose de très courageux aujourd'hui, ai-je dit. Mais je dois te demander, est-ce que ça va ?» Elle a hoché la tête, puis m'a regardé. « Oui. Je ne pensais juste pas que ce serait si lourd après. » J'ai tendu la main et pris la sienne. « C'est parce que tu as défendu quelque chose de réel. Dire la vérité peut être lourd, mais tu l'as fait avec force. Je suis fier de toi. » Elle a de nouveau regardé par la fenêtre. « Je ne l'ai pas fait pour moi. »« Je sais, » ai-je dit. « Mais tu as montré à tout le monde le genre de personne que tu es. Et ça compte plus que tout ce qu'ils ont dit sur moi. » Nous sommes rentrés à notre petit appartement. Les murs avaient encore besoin d'être repeints et le robinet de la salle de bain gémissait encore quand on le tournait trop fort, mais il semblait plus chaleureux, en quelque sorte. Plus à nous, plus mérité. Ce soir-là, après le dîner, je l'ai bordée et me suis assise à côté de son lit pendant qu'elle feuilletait une bande dessinée qu'elle avait lue une douzaine de fois. J'ai repoussé une mèche de cheveux de son front et lui ai embrassé la joue. « Maman ?» demanda-t-elle. « Oui. Je sais que tu ne voulais pas que je dise quoi que ce soit au tribunal. Tu étais en colère ?» J'y ai réfléchi une seconde. Non. J'avais peur. Peur que ça se retourne contre nous, peur qu'il déforme tes propos et empire les choses. Mais tu n'as pas été imprudente. Tu avais raison. Elle a souri. Je ne voulais plus qu'il mente sur toi. Tu n'es pas ce qu'il disait. J'ai serré sa main. Toi non plus. Après qu'elle se soit endormie, je suis restée assise dans la cuisine pendant longtemps. J'ai ouvert le dossier de paperasse que j'avais autrefois gardé caché, des documents que Derek n'aurait jamais pensé que j'organiserais, des archives qu'il n'aurait jamais imaginé que je conserverais. Je l'avais protégé pendant si longtemps, non par amour, mais par habitude. Je voulais croire qu'il y avait encore de la dignité dans le silence. Mais le silence ne fonctionne que lorsque vous êtes entouré de gens qui le respectent. Ce tribunal m'avait appris quelque chose que je n'avais pas voulu admettre. Rester silencieux pour maintenir la paix ne fonctionne que lorsque vous n'êtes pas celui qui est attaqué. Je n'étais plus silencieuse. Ma fille non plus. Je ne savais pas ce qui se passerait ensuite avec Derek et Céleste. Qu'ils restent ensemble ou se séparent ne m'importait pas. Je n'avais pas besoin qu'ils s'effondrent pour me sentir entière. Leur cruauté ne me définissait pas et leur jugement n'avait plus de poids. Ce que j'ai emporté de ce tribunal, ce n'était pas la vengeance, c'était la clarté. Ils m'avaient traité de croqueuse de diamants parce que c'était plus facile que de reconnaître leur propre tort. Ils avaient essayé de réduire mes sacrifices à des signes dollars et à des documents judiciaires. Mais ils avaient oublié qui avait le vrai pouvoir. Moi. La femme qui avait continué, même quand tout lui avait été enlevé. Moi,
la mère dont la fille avait vu la valeur avant le reste du monde. J'avais cessé de courir après la justice et j'avais commencé à m'y tenir. Au travail, mes collègues m'ont demandé comment s'était passée l'audience. J'ai souri et dit que c'était réglé. Je n'ai pas partagé le drame, la tension, ni le silence qui avait suivi la question de ma fille. Ce moment était à nous. Il n'avait pas besoin d'être raconté comme un commérage. Il faisait partie de notre histoire maintenant, une histoire qui nous appartenait, que personne d'autre ne pouvait narrer à notre place. Le lendemain matin, alors que Tessa se préparait pour l'école, elle paraissait plus grande, en quelque sorte. Elle a enfilé son sweat à capuche, passé son sac à dos sur une épaule et m'a souri comme si rien ne pouvait la déstabiliser. « Prête ?» ai-je demandé. « Toujours » a-t-elle dit. Moi aussi. Je n'étais pas une croqueuse de diamants. J'étais une mère. Et ils n'oublieraient jamais le jour où ma fille leur a rappelé qui j'étais vraiment. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, si vous avez déjà été sous-estimé, réduit au silence ou mal jugé, j'espère que vous savez maintenant que votre vérité a du pouvoir. Et parfois, il suffit d'une seule voix, comme celle de ma fille, pour le rappeler au monde. Si vous avez ressenti quelque chose en regardant, s'il vous plaît, aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et laissez un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous voulez plus d'histoires réelles et émouvantes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne jamais manquer un moment qui compte. Merci d'être là. Votre temps, votre cœur et votre voix comptent tous.